En fait, depuis le rapport de la FAO en 2006, Livestock Long Shadow, donc en français, l'ombre portée de l'élevage est considéré comme une calamité environnementale et je pense que vous le ressentez. Il n'y a pas un jour, en fait, où on accuse l'élevage de participer de façon essentielle à la production de gaz à effet de serre. Et donc on parle d'élevage sans différencier, par exemple, les feedlots américains et l'élevage des bovins dans le Cantal. Tout ça serait producteur d'une calamité environnementale, et d'autant plus s'y ajoute aujourd'hui le fait que la viande serait l'ennemi irréductible de la santé de la planète et de la santé humaine, puisque depuis peu la viande est devenue cancérigène. Et l'élevage serait aussi une calamité morale du point de vue de nos relations aux animaux, puisque ce serait très mal même d'élever et de tuer les animaux. Et la domestication, en fait, depuis l'origine, serait le crime originel de l'humanité. Donc il y a actuellement une promotion sur l'ensemble de ces arguments, d'une promotion d'une agriculture sans élevage, avec deux grands types d'acteurs, les défenseurs des animaux d'une part, avec un versant théorique qui est l'abolitionnisme et l'antispécisme. Je pense que là, il y a suffisamment d'articles, d'ouvrages là-dessus pour qu'on voit un peu de quoi ça parle. Et puis, un versant militant, et là aussi, avec une telle activité sur les réseaux sociaux que c'est difficile de les éviter. Donc, avec une cristallisation à la fois du versant théorique et du versant militant sur la viande, et une apologie, à contrario, du véganisme, c'est-à-dire la promotion non seulement d'une alimentation sans produits animaux, mais aussi d'une vie, en fait, sans animaux. C'est-à-dire, il ne faut pas manger de viande, mais il ne faut pas non plus manger de miel, il ne faut pas non plus porter de cuir, il ne faut pas non plus... faut rien consommer, il ne faut rien utiliser qui vienne des animaux. Avec ces types d'acteurs, donc défenseurs des animaux, dits défenseurs des animaux, il y a des acteurs nouveaux qui émergent depuis une dizaine d'années, ce sont les start-up de l'agriculture cellulaire, notamment donc actuellement, je pense que vous l'avez vu, il y a des articles récents sur ce sujet, sur la viande in vitro. Donc vous avez la promotion d'une agriculture sans élevage, donc qui passe à la fois par des enjeux supposés moraux de nos relations aux animaux, et des intérêts économiques puissants à travers de l'agriculture cellulaire. L'agriculture cellulaire, c'est à la fois la production de produits animaux à partir de la cellule et non plus à partir de l'animal entier. Mais c'est aussi, ça peut être aussi, c'est pour ça que c'est l'agriculture cellulaire, la production du végétal à partir non plus de la graine, mais à partir de la cellule. Donc on est dans ces changements-là qui sont profondément reliés à ces histoires de changement climatique, puisque le changement climatique, c'est un argument de soutien de toute cette transformation de nos rapports de travail aux animaux. Avec, malheureusement, dans tout ça, justement, l'exclusion de la question du travail dans nos relations aux animaux. Et donc, on arrive aujourd'hui à une situation où, en fait, dans nos rapports aux animaux, hier, c'était rien, aujourd'hui, c'est tout. Voilà, c'est ou tout ou rien. En tout cas, il n'y a pas, comme le travail est exclu des analyses, il n'y a pas de pensée de la dynamique de transformation de nos relations aux animaux. Donc hier, c'était rien. Voilà pourquoi je dis que c'était rien hier, c'est que on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce dénigrement de l'élevage et ce paradigme en fait actuel de la rupture de nos liens avec les animaux, parce que c'est bien ça dont il est question. En fait, on est, je pense, à un point inédit de nos relations aux animaux qui risque de consacrer la rupture, enfin, des liens de domestication avec les animaux. Ça fait 10 000 ans qu'on vit avec les animaux. Ces relations domesticatoires, parce qu'elles paraissent tellement, ça nous paraît tellement normal, naturel de vivre avec des animaux que bon, voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas été remis en question et qui l'est aujourd'hui. Donc pour les raisons que je viens de dire.
En même temps, donc cette remise en question, elle se fonde sur un amalgame entre élever les animaux et les produire. Et produire les animaux, ça c'est une rupture, produire les animaux au lieu de les élever, c'est une rupture qui a eu lieu au milieu du 19e siècle avec la naissance du capitalisme industriel. Et à partir de... Voilà, c'est pour ça que c'est impossible d'ailleurs de penser toutes ces histoires en dehors du capitalisme. Je pense que ça c'est vraiment quand même la clé basique de l'analyse des dynamiques actuelles. Et donc au milieu du 19e siècle, avec la naissance et le développement du capitalisme industriel, en fait c'est toute la nature qui devient une ressource. Voilà, on développe les mines, les hauts fourneaux, le chemin de fer, etc., l'électricité, tout ça, tout devient ressource. Et il y a des agronomes et des vétérinaires qui s'avisent que les animaux de ferme, dans les mains des paysans, en fait, ils rapportent pas grand-chose et que si on s'y prenait bien et si on pensait bien les choses, ils pourraient rapporter beaucoup. Et donc c'est à partir de là que naît la zootechnie, la science de l'exploitation des machines animales, et que est conceptualisé un rapport de travail aux animaux qui vise en fait à produire, non plus à élever les animaux, mais à produire de la matière animale à partir des animaux. Et donc, et en cela, à générer des profits. Et donc, cette pensée de l'animal comme ressource et comme générateur de profit, elle date pas des années 50, comme on l'entend dire souvent, où après la guerre, fallait reconstruire l'agriculture et tout ça, et que ce serait à ce moment-là qu'on aurait commencé à industrialiser l'élevage. En fait, non, c'est cette pensée utilitariste, instrumentale de nos relations de travail aux animaux, elle date du milieu du 19e siècle. Et vous le trouvez très bien dans la lecture des manuels de zootechnie du 19e siècle. Vous en avez pas mal sur Gallica, sur le site Gallica, donc je vous invite à les lire. Et donc au 19e siècle, voilà, il y a comment l'élevage est pris en main par la science et par l'industrie. Et il se crée ces productions animales. Alors, en fait, pendant 100 ans, il ne s'est pas passé grand-chose parce que les concepteurs avaient du mal à mettre en acte leur théorie du fait que, par exemple, si on enfermait les animaux pour maximiser la production, les animaux mouraient. Et donc, ce qui a changé après la guerre, c'est le fait qu'on a pu utiliser les antibiotiques, les vitamines de synthèse, etc., qui ont été diffusées à partir de la Seconde Guerre mondiale, et que donc on a pu mettre en acte cette pensée instrumentale et effectivement exploiter les animaux comme des machines animales, comme ça a été conceptualisé par les zootechniciens du 19e. Et donc effectivement, à partir des années 50, les animaux deviennent des choses, voilà, des choses ou des machines. La truie, c'est une machine à produire des porcelets, la vache, c'est une machine à produire du lait. Et donc, je pense, je sais pas si vous avez vu le film Notre pain quotidien. C'est un film sur l'agriculture industrielle qui montre, qui témoigne, c'est juste des images, il n'y a pas du tout de commentaires. Qu'est-ce que c'est que la production animale industrielle aujourd'hui? Comment sont traités les animaux? Et ça, c'est vraiment juste, quoi. Il y a quelque chose quand même qui a souligné par rapport à notre époque, c'est qu'au 19e siècle, quand les zootechniciens disaient les animaux sont des machines, en fait, c'était, enfin, on le voit dans les textes, c'était à la fois une idée nécessaire de leur point de vue, mais elle était fondée sur une analogie, c'est-à-dire qu'en fait, les zootechniciens savaient que les animaux n'étaient pas des machines. D'ailleurs, ces zootechniciens, ils travaillaient avec des paysans, donc ils rencontraient des animaux. Mais par contre, du fait de la fonction économique nouvelle qu'ils attribuaient aux animaux, il fallait qu'ils soient des machines pour remplir les fonctions. Donc c'était en fait plutôt une analogie, c'est-à-dire on sait que c'est pas des machines, mais on va faire comme si c'était des machines parce qu'ils ont une fonction productive. Et par exemple, Paul Dechambre, qui est un zootechnicien du début du XXe, expliquait bien que les animaux étaient intelligents, qu'ils avaient des compétences, mais en fait, compte tenu de ce qu'on attendait d'eux, il fallait réduire cette intelligence. En fait, il dit, il faut les rendre comme des automates qui n'exécuteront que les ordres qu'on leur aura demandés.
Et ça, c'est important. Enfin, je tiens à le rappeler parce qu'aujourd'hui, on entend dire la science découvre que les animaux sont intelligents. Non, enfin, on découvre rien. On arrête de discréditer le sens profane, celui des paysans, celui des gens ordinaires, qui savent depuis fort longtemps que les animaux sont intelligents. Il suffit de vivre avec des animaux au jour le jour, au quotidien, qu'on ait un chien, un chat, un perroquet ou des animaux de ferme pour le savoir. Par contre, la philosophie, la science du 19e a écrasé cette connaissance profane de l'intelligence des animaux pour que les animaux deviennent dans les représentations, se réduisent dans les représentations à leur fonction économique. Et donc aujourd'hui, alors ça, voilà, l'animal 19e siècle, 20e siècle, l'animal n'est plus rien. Les animaux de ferme sont des choses ou des machines. En ce moment, aujourd'hui, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, et de façon croissante, voilà, l'animal devient tout. C'est-à-dire qu'il passe du statut de chose ou de rien du tout à un statut de prochain. En fait, c'est de prochain, de personne, enfin, mais de prochain. De prochain, c'est-à-dire il n'est pas appropriable, il n'est pas tuable et il n'est pas comestible. Donc ça, c'est toutes les théories de l'éthique animale. Alors, on a commencé par Peter Singer, donc dans les années 75, qui développe à partir d'un autre auteur le concept d'antispécisme. Après, c'est un auteur comme Tom Regan qui enrichit les théories des droits des animaux, jusqu'à, par exemple, Gary Francione qui développe des théories de l'abolitionnisme, c'est-à-dire le fait que, effectivement, à l'abolitionnisme, c'est l'abolition en fait des relations de domestication avec les animaux, donc sur le modèle racisme, sexisme. Voilà, on a ce que dit Singer d'ailleurs en 75. On a libéré les Noirs de l'esclavage, les femmes du sexisme, etc. Et il est temps de libérer les animaux, donc en mettant donc les femmes, les Noirs, les animaux au même niveau, donc face à l'homme blanc occidental, etc. Donc qu'il faudrait libérer. Donc entre ce tout et ce rien qui persiste aujourd'hui, parce que le tout et le rien sont dans un rapport de force aujourd'hui entre les systèmes industriels qui jouent leur survie et puis les théories abolitionnistes qui cherchent à s'imposer. Il y a aussi des propositions un peu différentes, notamment par exemple celle de Nassone Klimica, qui a écrit un livre qui s'appelle Zoopolis, mais qui échoue là à faire des propositions cohérentes avec la réalité de nos liens aux animaux, parce qu'ils essayent en fait, en gros je résume, mais de réinventer nos relations aux animaux, et notamment de réinventer l'élevage dans toute une partie du livre, sans le travail et sans la mort surtout. Et donc, en fait, ça aboutit à une aporie. Mais l'aporie, ça arrive au fait que, si on veut continuer à vivre avec les animaux, en fait, il faut les stériliser. Et puis, si on les stérilise, évidemment, au bout de plus de temps, il y en aura plus du tout. Et donc, on est dans ce champ de force actuellement, entre, d'un côté, des systèmes industriels nés avec le capitalisme, qui produisent l'essentiel des produits animaux qu'on trouve dans les supermarchés. C'est des millions d'animaux abattus tous les jours, des millions d'animaux maltraités dans ces systèmes. Et puis, un mouvement qui promeut une agriculture sans élevage, en collusion d'intérêts avec les start-up des biotechnologies alimentaires qui promeuvent donc des substituts à l'alimentation à base de produits d'animaux. Au milieu de tout ça, il y a les survivants de ce rouleau compresseur des systèmes industriels, donc qui a écrasé depuis 2 siècles l'élevage, qui sont les éleveurs qui continuent à faire de l'élevage. C'est une poignée quantitativement de personnes. C'est
une forte occupation du territoire, et c'est les gens qui produisent l'essentiel des produits de qualité, ceux qu'on achète au marché, dans les magasins bio, etc. Et donc dans cette, galaxie, mais en fait qui sont galaxies, mais c'est des rapports de force quand même. Voilà, les champs de force les champs de force sont déjà portés par le capitalisme, parce que les propositions de l'agriculture cellulaire, elles sont avancées comme des innovations, comme une rupture, voilà, une révolution copernicienne, là, selon les défenseurs des animaux. En fait, de mon point de vue, c'est pas du tout une révolution, c'est vraiment la suite de ce qui précède. Au XIXe siècle, les zootechniciens disent on va produire de la matière animale à partir des animaux. Les animaux, ça sert à ça. On extrait de la matière animale à partir de leur corps. D'ailleurs, j'ai travaillé dans les systèmes industriels porcins. Et l'extraction du porcelet du corps de la truie, c'est une réalité. C'est-à-dire les truies aujourd'hui, elles font tellement de porcelet que si on laissait la mesbah se dérouler naturellement, les derniers porcelets seraient morts avant de sortir. Donc on va chercher les porcelets dans le corps de la truie. On est vraiment... c'est une anecdote, mais c'est vraiment de l'extraction de la matière animale à partir du corps des animaux. C'est pareil pour le lait. Voilà, les vaches produisent plus de 10 000 kilos de lait par an. Elles ont une espérance de vie de 5 ans. Et dans de nombreuses exploitations, la moitié des vaches dégagent chaque année, quoi. On est vraiment dans un système d'extraction qui est vraiment lié au système de pensée capitaliste, d'extraire tout ce qui peut faire profit de la nature. Et donc cette extraction aujourd'hui, elle va se poursuivre avec l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'extraire la matière animale du corps des animaux, on va l'extraire de la cellule, quoi. En fait, on change de niveau d'extraction, mais ça reste de l'extraction, et l'animal reste une ressource. Donc, tout ce discours moral, éthique sur la nécessité de ne plus manger de viande, en fait, elle se réduit à deux choses. D'une part, une injonction morale basique qui est tu ne tueras pas ton prochain, tu ne tueras pas, en fait. C'est vraiment le truc de base de la morale chrétienne qu'on nous ressort comme une éthique spécifique de nos relations aux animaux, alors qu'en fait, c'est... Et puis le côté économique, de ces innovations technologiques qui sont assez, c'est vrai, d'un point de vue scientifique, c'est assez extraordinaire de voir ce qu'on arrive à faire maintenant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'ailleurs en ce moment, il y a beaucoup de questions dans les médias de la viande in vitro. Il y a de nombreux journalistes, de nombreux scientifiques, qui disent mais c'est formidable finalement. On va produire, on va manger de la viande et on va plus tuer d'animaux. C'est vraiment formidable. Enfin, puis là, c'est pas de la science-fiction. Hein. Pour les concepteurs de ces produits, leur timing, c'est 5-6 ans dans les restaurants et les linéaires, quoi. Donc là récemment, on a vu dans le monde que les autorités américaines, les autorités de santé et de sécurité sanitaire, le ministère de l'Agriculture, ont dit qu'ils prenaient en charge cette production de matière animale in vitro et que il n'y avait pas de problème réglementaire, que les startups pouvaient lancer la production, tout allait bien. Les uns veilleraient sur le côté technologique et les autres sur l'étiquetage, etc. Donc en fait, la machine à produire de la matière animale sans animaux est lancée. Et elle s'accompagne de toute une propagande, parce que c'est exactement ça dans les médias, pour discréditer l'élevage et faire penser aux citoyens que manger de la viande c'est mal, et élever les animaux c'est mal. Alors tout ça est possible parce que justement la question du travail est évacuée de la réflexion, et la question du travail elle permet de penser de façon importante les différences justement entre élever les animaux et les produire. Élever les animaux,
ça renvoie à un ensemble de rationalités qui sont pas seulement économiques. Bon, c'est l'essentiel de mon travail depuis longtemps, d'essayer de montrer cette différence et de faire une théorie de l'élevage, participer à monter une théorie de l'élevage qui n'existe pas. Il n'y a pas de théorie de l'élevage. Il y a une, enfin, au milieu du XIXe siècle, les zootechniciens ont construit une théorie des productions animales et ils ont dit, ben voilà, l'élevage c'est ça. Donc ils ont cette théorie qui est en fait une théorie des productions animales, ils l'ont vendue comme une théorie de l'élevage et on reste là-dedans. C'est pour ça que dans les journaux, tout ça, c'est l'élevage qui est une calamité environnementale, c'est l'élevage qui est méchant pour les animaux, c'est l'élevage qu'il faut supprimer. Alors qu'en fait, c'est donc le sens de mon travail, c'est que l'élevage et les productions animales, en fait, ça n'a purement et simplement rien à voir. Ce rapport de travail aux animaux qui a été construit, d'ailleurs qui n'est même pas un rapport de travail, qui est un rapport d'exploitation au XIXe siècle, c'est une transformation radicale du rapport de travail aux animaux de ferme qui a été construit comme un partenariat par les paysans depuis des millénaires. Ça ne veut pas dire que c'est rose. L'élevage, c'est un rapport social avec les animaux comme un autre. Il est pris par la violence des rapports humains. Et si les paysans sont exploités, maltraités, spoliés, etc., ben évidemment, leurs animaux subissent le même sort. Les rationalités du travail en élevage, elles sont multiples. C'est d'abord des rationalités relationnelles. Ce que j'ai montré dans mon travail, c'est que la première des rationalités du travail en élevage, c'est la relation. Justement, la majorité des éleveurs, ils sont éleveurs parce qu'ils veulent vivre et travailler avec des animaux. C'est ça qui les porte. Et pour vivre et travailler avec des animaux, il faut travailler avec eux. C'est parce qu'on veut vivre avec des animaux, mais si on veut vivre avec un chien, ben il n'y a pas de problème puisqu'on a un chien. Bon, notre paye ou nos revenus suffisent à financer notre relation avec cet animal. Mais si on veut vivre avec un troupeau de vaches, c'est pas pareil, quoi. Et donc, là, il faut tirer un revenu des relations aux animaux. Et donc, la rationalité relationnelle, elle est servie par la rationalité économique. C'est pas l'inverse. Et derrière, il y a aussi des rationalités morales, il y a très fortement des rationalités affectives. Vraiment les éleveurs, alors quand je dis éleveurs, je parle bien des éleveurs, sinon je parle des producteurs. Les éleveurs, c'est des gens qui sont pris dans ce type de rationalité du travail avec les animaux et qui doivent, et c'est ça tout l'enjeu de l'élevage et sa difficulté dans le rapport de travail aux animaux, conjuguer les rationalités relationnelles, l'amour des animaux et le fait que il faut tirer un revenu de cette relation et que donc, oui, on tue des animaux, on les emmène à l'abattoir et voilà. Mais ce que j'écris souvent, c'est que c'est pas le but du travail, c'est pas d'amener l'animal à l'abattoir, comme disent les défenseurs des animaux. C'est le bout du travail, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre avec les animaux. Et le bout du travail, c'est pour certains animaux et pas tous, et pour beaucoup d'éleveurs le plus tard possible, d'emmener les animaux à l'abattoir. Alors que les rationalités des productions animales, ce que j'ai dit, il n'y en a qu'une seule, c'est le profit. Les systèmes industriels, ils ne servent qu'à produire de l'argent. Et pas de l'argent pour les producteurs, même si, à certains moments, les producteurs gagnent beaucoup d'argent, effectivement, mais c'est évidemment, ils enrichissent toute une filière, bâtiments, alimentation du bétail, génétique, vétérinaire, etc. Alors dans cette question du travail, en fait, elle est centrale. Pourquoi ? Pour comprendre ça, la différence entre élever les animaux et les produire, mais aussi pour comprendre quelle est la place des animaux dans tout ça, dans le travail. Parce que je parle du travail des éleveurs, mais il y a aussi, et ça c'est un thème de recherche que je développe depuis une dizaine d'années, ce que je vais dire brutalement, mais c'est ça, le travail des animaux. Qu'est-ce que font les animaux dans les systèmes d'élevage ? Alors, pour parler de ça, je vais revenir sur ce que c'est que le travail humain. Alors, quand on dit travail, souvent, ça renvoie à la contrainte, tripalium, et on confond souvent... c'est ça. On confond souvent travail, emploi, etc. En fait, le travail
Et depuis Marx, alors Marx, il est souvent cité sur l'aliénation, l'exploitation, etc. Mais en fait, Marx, c'est le théoricien de l'émancipation par le travail, en fait, puisque pour lui, le travail, c'est vraiment l'expression de l'être humain, qui révèle son potentiel créateur, son potentiel de transformation de la nature et son potentiel de réalisation de soi en tant qu'homme, donc qui fait que justement il est humain. Pour Marx, c'est le travail qui fait que l'homme est un homme, quoi. Et donc le travail pour Marx fait que en travaillant, l'homme s'extrait de la nature et se construit une seconde nature. C'est alors Marx a développé toute cette théorie du travail au XIXe siècle, au moment même, de façon paradoxale, où les animaux entraient, les animaux de ferme notamment, et notamment les chevaux, entraient de façon massive dans le travail, en entrant dans l'industrie et en étant prolétarisés en fait tout autant que les paysans et que toute cette naissance du prolétariat au service de l'industrie. Marx l'a décrit et vraiment de façon je n'ai pas du tout les qualités pour le qualifier, mais c'est extraordinaire d'avoir vu tout ça. Mais par contre, il est passé complètement à côté du fait que les animaux, ils étaient embringués là-dedans tout autant. Il n'a pas vu que les animaux, par exemple les chevaux, qui étaient des animaux des aristocrates, etc., d'un seul coup, ils se retrouvaient prolétarisés à tirer les omnibus et ils se retrouvaient dans la mine. Alors, la mine, il a bien vu les enfants de 5 ans dans les mines, il n'a pas vu qu'il y avait des chevaux aussi là-dedans. Et puis, il y a les chiens aussi qui ont changé de statut, plus, ultérieurement, tous ces animaux qui ont été enrôlés dans la guerre, etc. Et donc, en fait, pour Marx, c'est d'une façon binaire. Aller chercher le travail et cette seconde nature de l'homme par le travail, ça a été en discréditant en fait l'intelligence des animaux et leur capacité eux-mêmes à s'extraire de la nature. Alors, je pense que c'est parce qu'il n'a pas vu les animaux de ferme, vu que Marx n'est pas spécialement intéressé aux paysans, les pommes de terre dans un sac de pommes de terre, mais voilà, il a pensé plus aux abeilles, par exemple. Il y a un texte sur les abeilles où il pense que les animaux, sont pris par la programmation de la nature et donc ils ne peuvent pas s'en échapper, contrairement aux humains qui, eux, peuvent se construire une seconde nature. Et donc, pour Marx, l'animal est en rapport avec rien. Il est comme a dit Heidegger ultérieurement, pauvre en monde, quoi. Même, je pense que d'ailleurs, du point de vue de Marx, il n'était pas pauvre en monde, il était plutôt semblable à un minéral qui n'avait pas de monde du tout. Contrairement après à Buitendijk qui lui a souligné que la domestication, les rapports de domestication en fait construisaient aussi une seconde nature pour les animaux. Et donc c'est ce que on a travaillé, alors ce que j'ai travaillé depuis 2007 moi-même et après qu'on a travaillé de façon collective, c'est cette transformation des animaux domestiques par le travail et le fait que, oui, ça leur donne, comme disait Buitendijk, une seconde nature. C'est-à-dire c'est plus un animal domestique. Alors, on pourrait dire d'ailleurs, j'allais dire domestique au travail, mais en fait, je pense qu'on peut penser que la domestication, c'est justement ça. Si on veut définir la domestication, c'est justement l'insertion des animaux dans le monde humain du travail. C'est ça, en fait, qui caractérise un animal domestique. C'est que ce soit les chevaux il y a 6000 ans, les chiens il y a 15 000 ans, c'est des animaux qui ont été pris. Alors évidemment, on parle pas de travail. La notion de travail, elle est récente. On peut dire que on a une activité productive avec les animaux. Il s'agit d'un service comme parcourir le monde grâce aux chevaux, ou se nourrir grâce aux moutons, ou surveiller protéger les moutons justement des loups grâce aux chiens, etc. C'est des activités productives
de service. Et donc le travail, en fait, si on considère comme ça, c'est l'interface, en fait, entre les mondes animaux et le monde humain. C'est-à-dire, bon, voilà, on peut imaginer deux ensembles, et dans l'interface, dans l'intersection de ces deux ensembles, il y a le travail. C'est-à-dire, quand on travaille avec des animaux, on est à la fois, en tant qu'humain, on est dans le monde humain, on est des humains, on est dans notre monde humain, mais on est aussi, et nécessairement, dans le monde des animaux. Par exemple, j'ai fait énormément d'entretiens avec des éleveurs. Là, je pense que depuis que je travaille avec des éleveurs, j'en ai rencontré vraiment plusieurs centaines. Les éleveurs disent, par exemple, moi je suis vache, je suis pas cheval. Moi je suis cheval, alors moi je suis cheval, je suis pas. Alors non, les vaches, non. Moi je suis ci, moi je suis ça. C'est-à-dire, moi je suis, en fait, je suis l'animal avec lequel je travaille, parce que c'est dans cette interface-là, en fait, pour travailler avec les vaches, il faut que je sois un peu vache. Il faut que je sois moi-même pris dans le monde des vaches. Il faut que je les comprenne. Il faut que je sache ce qu'elles disent. Il faut que je sache ce qu'elles veulent. Voilà. Et pour que je le sache, il faut que je me mette à leur place. Et d'ailleurs, c'est très fréquent que les éleveurs disent mettez-vous à leur place. Moi, je me mets à leur place. Et ça, je l'ai trouvé, enfin, par exemple, je pense se mettez-vous à leur place, on l'entend chez les éleveurs, mais par exemple, je l'ai entendu chez des transporteurs d'animaux, notamment de bovins. Moi, par exemple, je charrie les gens, je charrie les vaches comme je charrie les gens. Je me mets à leur place. Vous voulez pas être bousculé, voilà. Donc il y a une empathie, mais c'est une empathie qui est liée à la connaissance du monde animal. Et par rapport à l'intervention précédente, c'est très important cette connaissance parce que ça évite, pour penser nos relations aux animaux, le minimum du minimum, c'est quand même de connaître les animaux, quoi. Et là, dans toute cette médiatisation anti-élevage et les propositions de vie avec les animaux complètement loufoques, elles sont loufoques parce qu'elles ne tiennent pas compte du réel des liens de travail avec les animaux et de réellement ce que c'est qu'un animal, qu'est-ce que c'est qu'un taureau. Enfin, il faut avoir au moins côtoyer un peu des taureaux pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un taureau, qu'est-ce que c'est qu'une brebis, qu'est-ce que c'est qu'une chèvre. Enfin, voilà, quand je dis une chèvre, c'est chaque chèvre est différente. Donc, c'est les chèvres d'une manière générale et des chèvres en particulier, quoi, qui sont toutes différentes évidemment les unes des autres. Et donc, voilà, dans cette interface-là. On travaille et on élève les animaux. C'est-à-dire, c'est ça. L'élevage, c'est ça. On élève des enfants, on élève des animaux. On les fait naître, ils sont à un point A, et ensuite on les élève à un point B. Et le bout, c'est la mort pour certains animaux, mais c'est pas donc, je disais, c'est pas le but. Le but, c'est de produire du sens, produire du lien et produire des aliments, évidemment, parce qu'on mange tous les jours. Et donc travailler, alors ça c'est, je veux dire, c'était dans Marx déjà, mais c'est aussi par exemple dans l'un des cadres théoriques forts du travail qu'on fait avec notre équipe, qui s'appelle Animals Lab. On travaille avec un cadre théorique, donc qui est la psychodynamique du travail. Psychodynamique du travail, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Christophe Dejour, notamment qui est à l'initiative de cette discipline. Qui souligne que travailler, voilà, c'est engager sa personne, son identité, son intelligence, voilà, dans une production à valeur d'usage et pas seulement à valeur marchande. Et donc les rationalités du travail, c'est ce que je viens de dire pour l'élevage, c'est-à-dire c'est produire, mais c'est aussi se produire et c'est aussi surtout vivre ensemble. Se produire, parce que comme le disait Marx, le travail sert à mettre au jour, actualiser nos potentialités. C'est grâce au travail qu'on s'individualise, qu'on augmente en subjectivité, en fait, qu'on devient quelqu'un qu'on savait pas forcément être d'ailleurs, parce que justement le travail nous permet de révéler ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est très important. Et il y a quelque chose, évidemment, d'important dans la psychologie, la psychodynamique du travail, qui est
qui est centrale, c'est la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Et c'est là, justement, pour les théoriciens du travail, que se situe le travail. C'est-à-dire que entre ce qui est prescrit, une procédure, et ce que vous faites, vous, pour atteindre les objectifs, c'est là qu'est le travail. C'est là qu'est la subjectivité, qu'est l'affectivité, qu'est l'intelligence que vous mettez en œuvre pour atteindre les objectifs. Et c'est pas, si vous respectiez les procédures, puis on le sait du point de vue de la psychologie du travail, dans certains métiers, si on respecte les procédures, ben on fait quasiment rien, quoi. Enfin, c'est la grève du zèle, en fait. C'est le travail, il est là où on s'investit. Et comme le dit De Jour, en plus, il n'y a pas besoin, en fait, de motiver les gens pour travailler, parce que c'est, comme le disait Marx, c'est au fondement de notre identité. Le travail, c'est ce qui nous fait humains, en fait. C'est ce qui nous fait humains, qui nous fait différents des autres, qui nous fait exister, en fait, dans des dimensions fortes, quoi. Et donc, ce qu'on a travaillé avec mes collègues, alors là je vous parle d'un programme ANR qu'on a eu de 2012 à 2016 sur le travail animal. Donc enfin notre question c'était, enfin moi-même je travaille là-dessus depuis 2007 avec la première hypothèse qui était est-ce que les animaux collaborent au travail. C'était ma première hypothèse que j'ai travaillé avec une étudiante dans une exploitation de vaches avec robots de traite. Et donc on a pu montrer que les vaches collaboraient au travail et que sans cette collaboration, évidemment, on ne pouvait rien faire. Et donc les résultats de cette étude et puis d'autres qui ont suivi nous ont permis de proposer une ANR qu'on a eue. Et donc on a travaillé sur différents terrains, notamment des terrains chiens militaires, chiens d'aveugle, chiens policiers, chiens d'assistants, chiens de berger, des terrains avec des chiens, des terrains avec des éléphants au cirque et dans un autre pays, des animaux de cirque, donc des animaux de spectacle, notamment des animaux de cinéma. Et donc en fait, ce qu'on a montré, c'est déjà c'est quelque chose qui renvoie à ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a une centralité du travail chez les animaux domestiques. C'est vraiment des animaux construits par le travail. Et d'autre part, que cette insertion des animaux dans le travail, ça fait qu'ils sont pas seulement naturels. C'est-à-dire que, par exemple, la question du bien-être animal, dont les fondements reposent sur une espèce d'essentialisation des animaux, c'est-à-dire il faut respecter les critères de l'espèce. Voilà, c'est le bien-être animal, les normes de bien-être animal, elles sont produites à partir d'une idée qu'il y a les besoins naturels des espèces. C'est vrai, puisque l'animal est dans son monde. Donc effectivement, par exemple, je peux comment en parler, puisque j'ai eu un journaliste ce matin au téléphone là-dessus, les vaches ont des cornes. Donc ça, c'est un critère de l'espèce, par exemple, de respecter le monde des vaches, parce que dans leur monde, elles sont avec des cornes, et que les cornes, elles ont un effet sur leur rapport au monde. Voilà, sans être un biodynamiste hyper convaincu, mais bien que je pense que c'est tout à fait rationnel comme proposition. Voilà, le cosmos, les cornes, d'autant que les cornes sont irriguées. Donc il y a des côtés biologiques de l'usage des cornes, et puis il y a tout le côté lié au travail qui fait que justement une vache, elle n'a pas le même port, elle n'a pas la même attitude, elle n'a pas la même relation aux autres, elle n'a pas la même relation avec l'éleveur si elle a ses cornes ou si elle en a pas. Donc le processus d'industrialisation a fait que c'est plus facile de virer les cornes des vaches, comme ça on peut les mettre dans des stabulations dites libres et elles se bousculent pas entre elles, et puis nous on peut travailler plus facilement parce qu'on risque pas de prendre un coup de corne. Et donc, anecdote, dimanche il y a une votation en Suisse sur les cornes des vaches. Il y a des éleveurs qui ont demandé
à bénéficier de financements complémentaires pour pouvoir garder les cornes aux vaches. Et donc, non seulement propose de garder les cornes des vaches, mais en plus, il demande à être financé pour ça, parce qu'évidemment, garder les cornes des vaches, ça nécessite des étables plus grandes. Et donc, il demande à être financé pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le demande pas au nom du bien-être animal, même si, bien sûr, on sait que ça affecte cette cornage cause de souffrance pour le veau, et peut-être il est durablement, je ne sais pas moi, par exemple, cause de mal de tête, ou j'en sais rien, d'ailleurs personne n'en sait rien, mais c'est au nom de la dignité des animaux. Et donc, voilà, revendiquer quelque chose au nom de la dignité de l'animal dans le travail, parce que c'est des éleveurs, hein, ils vont emmener quand même leur bête à l'abattoir à un moment donné. Voilà, ça souligne à quel point, justement, les relations de travail entre humains et animaux ne se réduisent pas à la rationalité productive, que dans le lien qu'il y a entre nous, il y a une exigence de respect mutuel et de respect de la dignité et des animaux, qui par ricochet, évidemment, est une exigence de respect de soi-même, hein, pour les éleveurs. Donc il y a ça vendredi voilà, en Suisse, donc j'espère que la votation sera oui. Mais évidemment, il y a des grands conflits sur ce sujet, puisque les développeurs des systèmes intensifs, évidemment, sont très contre, y compris, je pense, les institutions agricoles en Suisse, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que ça veut dire travailler avec des animaux, et voilà, que c'est une exigence. Voilà, c'est une exigence de respect. Alors, bon, je pourrais citer aussi le travail qu'on fait depuis plusieurs années avec des éleveurs sur l'abattage à la ferme, où là aussi, puisqu'il est beaucoup question des abattoirs dans les médias, c'est tous ces problèmes aussi, enfin bon, je résume, mais il y a un problème aussi dans ces histoires d'abattoirs, c'est que les éleveurs sont obligés d'emmener leurs animaux à l'abattoir. Et que ces abattoirs, c'est de plus en plus des gros abattoirs, il n'en reste plus que 260 à peu près aujourd'hui. Il y a des départements où il n'y a plus d'abattoirs, il y a des éleveurs qui doivent faire 80 km pour emmener leurs animaux, et beaucoup doivent faire beaucoup de chemin puisque les abattoirs ferment. Et que donc il n'y a pas en fait un éleveur qui comme il y en a des dizaines, qui ne veut pas emmener ses animaux à l'abattoir parce que ça correspond pas à sa façon de voir justement et la dignité de l'animal et la sienne et le respect des animaux. Il est dans l'illégalité. Alors il y a beaucoup d'éleveurs, notamment ceux qui vendent dans les réseaux de proximité, qui n'envoient pas leurs animaux à l'abattoir. Mais évidemment, ils n'ont pas de tampon sanitaire, ils peuvent pas vendre dans une biocoop, ils peuvent pas vendre dans un restaurant, etc. Ils vendent dans des réseaux de proximité. C'est interdit, ça vaut 6 mois de prison, 15 000 € d'amende. Bref, il y a beaucoup quand même d'éleveurs qui font ça, justement, par sens de la dignité, du respect des animaux, sens moral. Donc on a travaillé voilà, avec une association pour participer à rendre légales ces pratiques illégales, dites clandestines par les vétérinaires. Et donc on a obtenu dans le cadre de la loi alimentation, avec la Confédération paysanne, qu'il y ait un amendement sur l'autorisation d'expérimenter des abattoirs à la ferme, donc différents types d'équipements, etc. Donc voilà, dans le cadre de notre association, on suit des groupes d'éleveurs, des éleveurs qui travaillent à mettre en place des équipements d'abattage à la ferme. Et donc, pour en revenir à la question du travail des animaux, donc c'est plus seulement des êtres naturels, c'est plus seulement des êtres, voilà, si on considère le travail pris par la sélection génétique, etc. Parce que par exemple, une vache Holstein, pas de cornes, elle est toute maigre, elle a le corps pris par les mamelles pour produire ces 10 000 kilos de lait, mais ça reste un animal au travail. Comme la première étude qu'on a faite, c'était avec des vaches Holstein. La sélection génétique, elle n'occulte pas, elle ne gomme pas la nécessité d'un rapport de respect, parce que l'animal reste une vache dans son monde, au travail avec des humains et dans l'interface que j'ai décrite, etc.
par ailleurs, ce qu'on a montré, c'est à quel point le travail donc transforme les animaux. En fait, comme il transforme les humains, c'est-à-dire que c'est aussi un processus de subjectivation, c'est aussi un processus de singularisation. Au début de mon travail sur la relation affective, parce que j'ai commencé là-dessus à travailler dans la recherche sur la relation affective entre humains et animaux, on me disait mais non, les éleveurs ils aiment pas leurs animaux, ils ont des troupeaux, c'est le troupeau qui compte. Et j'ai montré qu'en fait c'était pas vrai. Il y a certains troupeaux. Mais l'analogie d'ailleurs qui est faite très souvent par les éleveurs, et je pense qu'elle est explicite, c'est que c'est comme une classe. Il y a la classe, pour un instituteur, la classe elle change chaque année. Il y a la classe, les rapports qu'on a avec une classe, voilà, quand on aime les enfants, tous ces enfants, l'odeur des enfants, leur présence, leur gesticulation, etc. Et puis il y a les individus en particulier, qui eux sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Mais il y a les deux niveaux. Il y a le niveau de l'élevage, on aime les animaux, on aime leur présence, leur odeur, on aime les regarder, on aime dans leur ensemble. Ce qui fait par exemple que quand j'avais fait des enquêtes chez les transporteurs de bovins, les transporteurs de bovins pour l'abattoir, les transporteurs me disaient qu'ils aimaient les vaches. Ça me semblait étonnant et en fait j'ai compris qu'ils aimaient les vaches. Voilà, la présence des vaches, être près des vaches, toucher les vaches, sentir les vaches, regarder les vaches, être regardé par les vaches. Et à la différence des éleveurs, ils n'avaient pas, par contre, ce rapport individuel avec les animaux. C'est-à-dire que voilà, les vaches, ils connaissaient pas leur nom. Voilà, c'est ça qui est différentiel. Et donc, d'accord, 5 minutes. Et donc il y a ce processus de subjectivation, de singularisation. Et par exemple, comme on a travaillé avec les animaux de cinéma, il y a par exemple je cite souvent le chien de The Artist Ugly, là, qui est devenu, parce qu'on a travaillé sur le travail d'acteur des animaux, qui est devenu voilà un acteur en fait, un artiste. Et donc c'est plus un Jack Russell ordinaire, c'est Ugly, le chien qui est acteur dans The Artist. Et donc ça a complètement, évidemment, transformé la vie de ce chien. Et donc tout ce travail, en fait, il nécessite un engagement des animaux, il nécessite des apprentissages, que ce soit une génisse dans un troupeau, elle apprend son travail de vache laitière, que ce soit un chien dans un centre de formation d'éducation à chiens d'aveugles. Il y a des processus d'évaluation, etc. Et donc tout ça mène au fait que les animaux ont des besoins qui sont pas seulement des besoins naturels, avoir de l'espace, avoir ses cornes, avoir une stabulation ou un habitat conforme à ses besoins en tant qu'animal, mais aussi des besoins qui sont liés au travail proprement dit, et notamment un besoin qui est nous fondamental aussi à nous êtres humains, c'est la reconnaissance du travail accompli. C'est-à-dire un chien de berger, quand il fait bien, il a envie que son berger lui dise c'est bien. Et pareil pour un cheval qui gagne une course, et pareil pour une vache dans un troupeau. Et donc pour conclure, enfin tout ça donc c'est sur la question du travail, mais pour conclure, je dirais que là les pistes actuelles pour sortir de la position binaire où on est placé par les défenseurs des animaux, il faudrait soit être un assassin et continuer à manger des produits animaux, et notamment de la viande, ou soit être pur et devenir végane. Il y a d'autres voies, et notamment donc celle qui consiste justement à s'intéresser à ce que c'est que vivre et travailler avec des animaux, à refaire de l'élevage, en assumant qu'on tue les animaux et que c'est pas un crime, parce que ça rentre dans le champ du travail et ça rentre dans notre alimentation. Mais il faut sortir de 30 ans de bien-être animal centré sur une essentialisation des animaux et qui occulte le travail, sortir pareil de l'abolitionniste qui occulte pareillement le travail et qui en fait vise à la rupture des liens de domestication et à notre asservissement aux start-up de l'industrie biotechnologique, et prendre acte que nos relations aux animaux actuellement, elles sont inscrites dans un système économique
qui est fondée sur l'exploitation d'autrui. Voilà, c'est donc, en fait, si on regarde le management des ressources animales, est très semblable au management des ressources humaines. Enfin, c'est impossible de séparer les deux. On traite les animaux comme on se traite nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment la question politique. C'est une question politique, c'est pas une question écologique. C'est pas seulement une question écologique. C'est fondamentalement une question politique. Et si on la prend comme ça, évidemment, on n'est pas sur la question morale, sur l'émotion. On est sur le fait qu'il faut changer les conditions de vie au travail des animaux, et ça veut dire en fait changer une autre, parce que si on arrête de couper les cornes des vaches, eh ben on change aussi considérablement son métier. Et c'est pas les cornes des vaches, c'est une anecdote. Enfin, c'est une anecdote très signifiante, mais et donc voilà, tout est donc plutôt que de renoncer à vivre avec les animaux, on voudrait mieux, et dès maintenant, parce que c'est comme le climat, c'est urgent, parce moi je pense qu'on est à un point de rupture de paradigme de nos relations aux animaux, reprendre la question du travail et changer le travail pour eux et pour nous, en fait. Voilà.